Mes 10 questions du moment, je m'interroge beaucoup en ce moment. J'ai donc 10 questions, 5 grandes, 5 petites. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu celle d'hier, vous savez que le train est lancé et rien ne l'arrêtera jusqu'à la finale de Coupe du Monde. Mais ce train, il passe par une nouvelle ville aujourd'hui. C'est peut-être une nouvelle série, quelque chose qu'on peut se faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, prendre un petit peu la température du foot européen avec plein de petits sujets ici et là. Les 10 questions que j'ai en ce moment, elles sont importantes, relativement importantes, et j'en ai 5 grandes, on rentre un petit peu plus en détail, 5 petites, un peu rapid fire. Peut-être ça peut être notre série du vendredi avant les matchs du week-end qui apporte des débuts de réponse, mais c'est plus que des questions court terme, elles sont un petit peu plus amples. Et démarrons tout de suite par la première. C'est vraiment, je trouve, le truc le plus fascinant du foot européen en ce moment. Le Barça et le piège du hors-jeu. Flick doit-il assouplir son piège ? C'est tellement une partie opérante, majeure, structurante de leur approche, ce piège du hors-jeu. Ce qui n'est pas pareil que la ligne haute. Plein d'équipes qui jouent avec une ligne haute, mais qui ne sont pas autant obsédées par générer des hors-jeux et utiliser le piège du hors-jeu pour défendre. Le Barça, la saison dernière, bien sûr, c'était en Liga 181 hors-jeux générés. Des 5 championnats majeurs, c'était de très très loin les leaders, parce que les deuxièmes, c'était Parme 119, le Barça 181. Et encore cette saison, en 25-26 en Liga, 42 hors-jeux générés en 8 matchs de Liga. Ils sont encore une fois premiers, ça fait 223 depuis le début de l'ère Flick. Et leur moyenne, là, du coup, 42 en 8 matchs, plus de 5 par match, c'est une moyenne qui est même supérieure à la saison dernière. Le Barça génère beaucoup de hors-jeu, le piège du hors-jeu d'Hansi Flick. C'est très très important dans leur approche, mais aussi sur cette période, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on concède beaucoup de buts sur contre-attaque. Et ce match contre Séville, il était il y a 10 jours maintenant, et c'était peut-être le résultat le plus important, intriguant des 5 championnats majeurs. Le Barça a un problème sans doute. Et depuis le début de l'ère Hansi Flick, effectivement, ils prennent des buts sur contre. Donc ça, c'est une stat qui nous vient de The Athletic. Ça, c'est les XG par 90 minutes encaissés sur transition saison après saison. Donc pendant longtemps, pas beaucoup de XG encaissés, 0,06, 0,08, 0,14. Quand Hansi Flick est arrivé l'année dernière, ça grimpe tout de suite à 0,24. 0,24 XG par 90 encaissés sur contre-attaque. Et cette saison, sur ce début de saison, c'est même 0,31. Ces chiffres, c'est une chose. Ce qu'on a vu depuis quelques semaines, ça confirme ces chiffres. On voit un Barça systématiquement percé et ce piège du hors-jeu qui ne s'active pas. Parce que les courses sont bien délayées. Ici, Séville, sur cette première mi-temps, honnêtement, il gagne le match 4-1 à la fin. Il pourrait être en train de gagner 4-0, 5-0 à la mi-temps. Le Barça a tellement souffert sur ce piège du hors-jeu. Et pourquoi ? Et du coup, est-ce que Flick doit assouplir cette approche ? Pour moi, déjà, il y a un problème de personnel. Donc le départ d'Inigo Martinez, il a fait beaucoup de mal là-dessus. C'est très visible. Son départ en Arabie Saoudite, cette nouvelle charnière centrale, que ce soit avec Araujo, avec Christensen, avec Eric Garcia, Koubarsi aussi, qui n'est pas en train de faire un grand début de saison. Ils ont perdu leur leader de défense et ça fait un petit peu mal. Aussi, il y a fort à parier que en 2 d'Hansi Flick, les adversaires maintenant savent ce qu'ils ont en face d'eux. Ils ont eu plus de temps pour déjouer ce piège et leurs approches sont plus payantes. Séville, ils ont fait ce que beaucoup d'équipes ont fait avant eux, mais ils l'ont fait très bien. C'est, par exemple, pas tout le temps, parfois c'est juste des courses délayées, comme ici, plein axe, mais souvent, chercher le partenaire excentré pour retrouver le buteur qui, lui, est parti en position de hors-jeu au départ, mais qui va bénéficier de cette position plus tard dans l'action. Ici, l'ailier trouvé sur une passe tranchante, centre en retrait, but dans le but vide. C'est une forme de copier-coller de ce qu'on avait vu. Harry Kane, vous vous souvenez de ce match en octobre de la saison dernière ? Le Bayern avait démarré en marquant quelques buts, un refusé pour hors-jeu de ce petit bout de chaussure, ce qui était un petit peu une constante de la saison du Barça. Il y a eu des catastrophes évitées de pas grand-chose. Kane, ce but-là est refusé, mais ce but-là, ce but de l'égalisation à Montjuïc, il est validé. Il part dans une position de hors-jeu. Thierry Henry, là, on avait fait l'analyse sur le plateau de la chaîne américaine. Il part dans une position de hors-jeu net, mais quand Gnabry est trouvé sur le renversement, il a pris une avance substantielle sur son défenseur central, en l'occurrence sur Inigo Martinez, et quand il est servi, il peut marquer dans le but vide. On dirait la même image que Séville tout à l'heure. Le Barça
a aussi perdu un match il n'y a pas longtemps de Champions contre le Paris Saint-Germain. Exactement la même chose. Alors on avait parlé de la course de repli de Baldé et de Koubarsi après coup de pied arrêté, qui se comprennent pas trop, qui mettent du temps à se comprendre. Mais en général, cette ligne et ce piège du hors-jeu, c'est une ligne très haute, mais aussi très compacte sur la largeur, qui laisse les côtés ouverts. Quand Gonzalo Ramos part dans une position de hors-jeu, mais n'a pas la volonté d'être servi, mais que Vitinha trouve Hakimi, maintenant il peut être servi et il a pris de l'avance sur son vis-à-vis, ouais, c'est une situation classique. Et le Barça est très très régulièrement puni là-dessus. C'est pas exactement comme ça qu'ils sont éliminés en demi-finale retour de Champions par l'Inter sur le but d'Acerbi. Ça c'est peut-être plutôt il y a peut-être une autre question sur ce Barça. Est-ce que tu dois vraiment chercher à marquer de la première à la 90e minute? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'eau dans ton vin à mettre par rapport à ça? Ça leur coûte une finale de Champions, c'est clair. Mais le match aller, Dumfries constamment trouvé sur la largeur, dans le dos de cette ligne, même quand il n'est pas trouvé, il est une menace ici. On voit le piège du hors-jeu, la ligne très très haute, mais très compacte sur la largeur. Et ici, typiquement, ouais, sur le 3-2, hop, petit renversement, Dumfries, ça avait permis à l'Inter de marquer le 3-2, ou de trouver le corner, peut-être qui permet de marquer le 3-2. Et je me souviens, ça, 75e minute, pareil, un match qui aurait pu tourner là-dessus, la ligne très haute, très compacte. Dumfries, encore une fois, son centre, Mkhitaryan parti dans une position de hors-jeu, qui conclut, qui termine. Il avait le petit bout de chaussure, et ça avait été annulé par la VAR. Mais ouais, le Barça souffre pas mal là-dessus, les adversaires sont mieux rodés. Comment régler le problème? Pour moi, l'idée de cette ligne haute, pour Hansi Flick, c'est l'envie du piège du hors-jeu plutôt, c'est l'envie d'être très très haut, de presser, de jouer le match dans la moitié de terrain adverse, ok, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir de défenseurs centraux très rapides et pas avoir une puissance de repli comme par exemple d'autres équipes qui jouent la ligne haute, mais beaucoup moins le piège du hors-jeu. Le Paris Saint-Germain peut jouer la ligne haute, mais ils ne sont pas obligés de s'aligner hors-jeu et de risquer le hors-jeu ou le non hors-jeu à chaque fois parce qu'ils ont la puissance de repli d'Achraf Hakimi, de Nuno Mendes. Le Barça n'a pas vraiment ça, ils ont Baldé, mais de l'autre côté, ils ont Koundé, qui n'a pas cette force de repli. Les défenseurs centraux ne sont pas les plus lents du monde, mais pas les plus rapides non plus. Ils n'ont pas Mickey Van de Ven. C'est difficile pour eux d'être haut sans jouer ce piège du hors-jeu, peut-être, en tout cas c'est l'idée de Flick. Comment faire? Pour moi, le problème, c'est que c'est pas seulement sur des lignes hautes que ce piège du hors-jeu fonctionne mal. J'ai vu 21e minute contre Séville, la ligne là, elle est relativement médiane. Le Barça a été percé sur sa pression initiale. Et du coup, là, on n'est pas sur une dernière ligne, qui est vraiment au rond central à la ligne médiane. Et pourtant, ce petit ballon intérieur, Koubarsi demande le hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Ensuite, transmission dans l'intervalle. Araujo demande le hors-jeu. Non, encore une fois, il n'y a pas hors-jeu du tout. Ce réflexe du hors-jeu, il s'est installé. Peut-être un peu pernicieux. L'adversaire réussit de mieux en mieux à le déjouer. Est-ce qu'il faut un pressing plus efficace pour ne pas se retrouver dans ces situations autant? Est-ce qu'il faut simplement peut-être marquer plus de buts? Et le Barça doit pas laisser échapper des matchs quand ils ont la possibilité de les remporter. Il faut qu'ils soient plus tueurs devant le but et il faut qu'ils gagnent les matchs flickiens. Au lieu de le perdre 4-1, et bah peut-être ce match, tu le gagnes 5-4 si tu es plus tueur. Et ouais, après, il y a une question sur la durabilité fondamentale de cette approche. Je pense que les organismes en deux d'Hansi Flick, ils sont un petit peu plus fatigués. Le Barça, sur la durée de la saison, va peut-être avoir du mal à tenir cette approche et il faut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin par rapport à ça. Contre les gros aussi, dans les matchs élites, si tu laisses 10 situations au Bayern, 10 situations au Paris Saint-Germain, chaque fois tu joues le piège du hors-jeu, les équipes élites, elles peuvent te punir même sur une ou deux. Donc, est-ce que cette approche, elle est véritablement soluble dans les très gros matchs contre les très gros adversaires? Vraie question aussi, parce que c'est en train de coûter cher à l'équipe de France. Koundé contre l'Islande, qui joue le hors-jeu ici, sur ce ballon profond islandais, et l'Islande égalise à 2 partout. Il a dit dans l'après-match, effectivement, il a eu le mauvais réflexe de faire le pas en avant comme en club. C'est comme ça qu'on défend en club. Je me suis ajusté. Et ouais, ce réflexe, il est très très présent, et cette ligne du hors-jeu, la plupart du temps, elle marche bien. Est-ce que le rapport risque-récompense, il n'est pas un peu trop hard? Et peut-être qu'effectivement, dans les gros matchs, le Barça doit chercher à assouplir un petit peu son piège. Vraie question, je pense pas qu'ils le feront, parce que ce plan A, il a bien marché la saison dernière, et Flick est un entraîneur qui a des idées très très fortes. Je le vois pas trop adapté, mais c'est peut-être une question qui va se poser avec de plus en plus d'insistance si le Barça tue pas les matchs plus tôt, si les caisses physiques sont vidées assez vite dans la saison,
et que le pressing marche moins bien, on verra peut-être cette ligne de plus en plus battue. En tout cas, là, le Barça, clairement, ça leur coûte trop d'occasions et trop de buts. Donc c'est la première question qui m'intéresse beaucoup. La deuxième, Tuchel peut-il se passer de Jude? Alors, on était en période de trêve internationale. L'Angleterre de Thomas Tuchel est vraiment en train de prendre forme. C'est peut-être l'enseignement numéro 1 de cette trêve. Grâce à cette victoire contre la Lettonie, c'est que la Lettonie, on ne va pas s'enflammer, 5-0. Mais grâce à cette victoire, ils sont devenus la première équipe de la zone euro, et la seule pour l'instant, officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde. Et c'est pas que cette victoire. Depuis la défaite contre le Sénégal en juin dernier, 3-1 à Nottingham, depuis, ils ont vraiment trouvé quelque chose. Sur le début de saison, ils viennent de faire 4 matchs, 4 victoires sur la trêve de septembre et d'octobre. 4 matchs, 4 victoires, dont un 5-0 en Serbie, qui avait été un gros résultat, on en avait déjà parlé à l'époque. 15-0, score cumulé pour eux dans ces 4 matchs. Le rassemblement de septembre contre la Serbie, c'est un rassemblement qui a été décrit par Tuchel comme excellent. Teamwork on the highest level. Et même Kane a dit, c'est notre meilleur rassemblement depuis l'ère Southgate. C'est tellement un tournant qu'au rassemblement d'octobre, là il y a quelques jours, Tuchel a convoqué exactement les mêmes joueurs qu'en septembre. Exception seulement de Madueke qui est blessé et qui a été remplacé par Bukayo Saka. Mais sinon, il a pris tous les mêmes joueurs qu'en septembre. Ça veut dire qu'il n'a pas pris Bellingham, il n'a pas pris Foden, il n'a pas pris Trent Alexander-Arnold. Alors, il y a des circonstances atténuantes. Trent Alexander-Arnold, il est blessé, donc normal qu'il ne soit pas pris. Bellingham, il était blessé à l'époque. Là, en vrai, il était remis. Alors, Tuchel a dit en conférence de presse, ouais, il est remis, mais il n'a pas fait 90 minutes entières depuis son opération de l'épaule. Il y avait eu une titularisation contre l'Atleti, 70 minutes, mais sinon, c'est vrai, il n'a pas fait un match de la première à la 90e. Seulement, Tuchel a aussi dit dans cette conférence de presse que c'était seulement une extra layer. Cette chose-là, le fait que Bellingham n'a pas fait 90 minutes en entier, c'est seulement une dimension supplémentaire dans le fait qu'il n'a pas convoqué. En gros, il dit, c'est pas la raison principale. La raison principale, il dit même qu'il a eu Jude au téléphone, que Bellingham voulait être appelé et qu'il l'a tout de même pas pris. La raison principale pour Thomas Tuchel, c'est qu'il voulait récompenser les hommes du rassemblement de septembre, avec la victoire contre la Serbie, rassemblement qui avait été excellent, et du coup convoquer exactement les mêmes. Pour Foden, pour le coup, il n'y a pas vraiment de raison. Foden, en plus, est en train de revenir à un niveau très intéressant, je trouve, à Manchester City. Donc là, c'est vraiment la logique de juste reprendre les mecs de septembre, pas en exclure, parce que le rassemblement était très bon. Peut-être que certains de ce rassemblement de septembre vont naturellement perdre leur place, et peut-être que du coup, il n'y aura plus trop la question qu'on est en train de se poser. Mais il y a aussi eu de la substance derrière ces choix. Tuchel dit à chaque fois qu'on l'interroge, il veut construire une équipe. Il dit, j'ai regardé le documentaire il n'y a pas longtemps des New England Patriots, l'équipe de NFL, et il a entendu cette phrase, nous ne collectionnons pas les meilleurs joueurs, nous construisons une équipe. Tuchel a dit, je ne pourrais pas être plus d'accord, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Nous sommes sur le bon chemin, et j'ai bien aimé notre attitude parce qu'on ressemble à un club, et c'est ça qu'on veut faire, c'est ce sentiment que j'ai envie de créer. Il l'a redit, nous ne collectionnons pas les stars, nous construisons une équipe. Et il y a véritablement cette idée avec Thomas Tuchel, créer le meilleur 11, pas forcément mettre les 11 meilleurs. Sur ces derniers rassemblements, Elliot Anderson s'est imposé comme un titulaire incontestable de l'Angleterre. Pour moi, il sera titulaire à la Coupe du Monde aux côtés de Declan Rice. Il a joué les 4 matchs titus, 3 fois 90 minutes. Morgan Rogers a joué 3 des 4 en tant que titulaire et 3 fois 90 minutes. Ezri Konsa a joué 3 des 4, 3 fois titulaire. Jed Spence a joué les 2 derniers, 2 fois 90 minutes. Et ce 11, Rogers 110, Saka, Gordon a joué 3 fois. Rogers a sans doute pas joué 3 fois 90 minutes. Je crois qu'il est sorti à peut-être une ou 2 fois. Gordon, par contre, a joué 3 fois titulaire aussi. Ce 11, en tout cas, Gordon, Rogers, Saka, Rice, Anderson, Kane en pointe plutôt que Watkins, mais Gueye, Konsa, Jed Spence, ça ressemble au 11 de l'Angleterre pour la Coupe du Monde de ce qu'on a vu. Et ce 11, le meilleur 11, plutôt que les 11 meilleurs, plutôt que l'Angleterre galactique un peu de Southgate, il est en train de marcher très bien, alors que l'Angleterre à l'époque
même s'ils ont fait finale de l'Euro. Dans le jeu, on s'en souvient, ça marchait pas très très fort. C'est pas la première fois aussi qu'il y a un peu un truc entre Tuchel et Jude. Il avait dit il y a 2 mois, il avait appelé son attitude sur le terrain répugnante, repulsive, même si derrière il a un petit peu backtrack en disant que il avait été mal compris, petite erreur de traduction, il maîtrise pas tout à fait l'anglais et c'était pas exactement ça qu'il voulait dire. Il n'était pas content de l'attitude de Jude Bellingham sur le fait qu'il engueule un petit peu ses coéquipiers quand c'est mal en train de se passer. Donc, je sais pas si l'Angleterre fera sans Jude à la Coupe du Monde. Je pense pas. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont drop out de la liste et je comprends l'attitude de récompenser le bon groupe de septembre par rapport au groupe d'octobre, installer cette mentalité, pas de superstar, pas de mec avec des statuts, à part peut-être Kane et quelques autres, mais grosso modo, tout le monde doit se battre pour sa place. Mais si l'Angleterre va à la Coupe du Monde sans Jude, ou en tout cas sans Jude dans son 11, lui qui a été élu meilleur joueur anglais de la saison 24-25, qui les a sauvés à l'Euro, le retourné acrobatique contre la Slovaquie, etc., ce serait quand même un séisme dans le monde du foot international. Mais peut-être la bonne chose, entre le meilleur 11 et les 11 meilleurs, clairement, Tuchel est en train de placer le curseur très très à droite, très très proche du meilleur 11. Peut-être qu'en foot international, il faut qu'il soit un peu plus au milieu. C'est bien de créer la meilleure équipe. Tu as quand même envie de réussir à trouver la formule qui intègre tes meilleurs éléments, surtout quand tu as des éléments comme l'Angleterre qui sont de tel haut niveau. Mais là, pour l'instant, ça marche bien. Avec peut-être la limite, la nuance que l'Angleterre, ok, le déplacement en Serbie, c'était un match, c'est pas un adversaire facile, mais il n'y a pas eu encore de tests de ce niveau contre vraiment de l'adversité, quart de finale de Coupe du Monde, où vraiment tu peux tirer des leçons et dire, ok, est-ce que cette équipe, ce meilleur 11 plutôt que les 11 meilleurs, est-ce qu'il marche contre des très très gros aussi? Vraie question. Et ouais, si tu récompenses le groupe de septembre en octobre comme ça, et que tu as ces perfs-là, l'Angleterre a très bien perf sur le rassemblement d'octobre, en novembre, est-ce que vraiment tu vas changer? Est-ce que vraiment tu vas bousculer la hiérarchie? Qui va sortir du groupe d'octobre en novembre? Et ainsi de suite. Parce qu'après le mondial, il arrive très très vite, il reste plus beaucoup de rassemblements internationaux, en vrai. Donc, je pense qu'on va assister à une situation où il y aura des choix forts en Angleterre. Je dis pas que Tuchel se passera de Jude Bellingham, je pense pas, et je pense pas que ce soit une bonne chose dans l'absolu. Mais ce qu'il est en train de bâtir, la mentalité, l'identité de cette équipe et de cette team England, je pense c'est bien. Et Jude sera dans le groupe, je pense, mais dans le 11, pas sûr. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres talents ailleurs. On n'a même pas parlé de Cole Palmer, d'autres. Est-ce que Foden reviendra? Grealish est en train de faire un très bon début de saison. Il y aura forcément des choix forts à faire parce que l'Angleterre a un contingent de joueurs exceptionnel. Mais il y a cette vraie question. Et cette trêve internationale était très intéressante côté Angleterre pour ça, notamment. Troisième grosse question. Faut-il s'inquiéter pour Florian Wirtz? Alors là, c'est plus en regardant les matchs avant la trêve internationale et ce qui est en train d'arriver là sur le week-end qui vient, mais aussi parce que, bien sûr, Wirtz a joué avec l'Allemagne et Nagelsmann a dit c'est pas de sa faute. Oui, il a eu des questions sur le rendement de Florian Wirtz sur ce début de saison. Bon, Liverpool est en difficulté, ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives contre Crystal Palace, contre Galatasaray, contre Chelsea. On a parlé de ces matchs à chaque fois sur la chaîne. Et Florian Wirtz, 7 matchs de Première Ligue, 0 but, 0 passe D, 2 matchs de Ligue des Champions, 0 but, 0 passe D. Ça fait beaucoup de bruit outre-Manche. Nagelsmann donc a pris sa défense en disant bon, c'est pas de sa faute, il génère pas mal d'occasions, ses coéquipiers les finissent pas forcément, c'est pas forcément de sa faute qu'il soit à 0 passe décisive. Alors il est 7ème en action qui amène à un tir par 90 minutes, Florian Wirtz. En XA, je suis allé regarder les stats, il faut aller le trouver sur la 7ème page d'Understat. En 7 matchs de Première Ligue, 0,72 expected assist, c'est peu pour Florian Wirtz, 0,99 XG, c'est peu aussi. Les chiffres, c'est pas le plus important. Quand on a vu les matchs, et les matchs de Florian Wirtz à Liverpool, on les a quasiment tous vus, c'est vrai que c'est pas ouf. À part peut-être contre l'Atlético Madrid, quelques bouts ici et là, mais contre Galatasaray, par exemple, il a vraiment souffert sur ces moments, par exemple, de décrochage. Le milieu avec Lemina, avec Lucas Torreira, l'avait mis en grande difficulté. Ici aussi, le ballon pris dans les pieds. Pas mal de difficultés. Et physiquement, je me souviens qu'on parlait beaucoup en début de saison de l'adaptation à la Première Ligue. Est-ce que le rythme Première Ligue, l'intensité Première Ligue, est-ce qu'il n'est pas en train de souffrir un petit peu par rapport à ça? Bon, je pense que c'est une vraie question.
Et Slot le pense aussi, donc quelqu'un qui a beaucoup plus de compétences que moi le dit. Après un de ses premiers matchs, il disait non, je l'ai sorti, c'était pas une blessure, c'était plus un moment bienvenu à la première ligue pour lui. Après 85 minutes, il avait tellement de crampes, il avait des crampes dans des endroits de son corps qu'il ignorait. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, Liverpool est dans une mauvaise passe, ça aide pas. Salah, par exemple, c'est plus inquiétant que Wirtz pour moi. Là, j'ai un véritable doute, et depuis le début de saison, sur l'exercice 25-26 qu'il est capable de faire. Florian Wirtz a déjà connu de l'adversité dans sa carrière. Le mec est littéralement revenu d'une blessure au ligament croisé. Là, c'est un autre type d'adversité, et je ne suis pas fondamentalement inquiet pour Wirtz. Dans l'ensemble, le talent est tellement suprême, logique que l'adaptation soit difficile dans une équipe qui a tellement rebousculé son secteur offensif et qui marche pas très bien collectivement dans l'absolu. C'est pas facile de s'imposer dans ces conditions-là. La première ligue, c'est difficile. Mais forcément, faut pas trop que ça dure non plus. Et aussi parce que Liverpool, simplement, en a besoin, comme on a dit. 3 défaites d'affilée, ils ont besoin de retrouver de l'oxygène, et leur calendrier, il est pas facile. En Champions, l'Eintracht, Brentford à Brentford, jamais facile. Crystal Palace, leur bête noire encore, pas facile. Aston Villa, le Real Madrid et City à l'Etihad. Ça, c'est sur les 7 prochains matchs, parce que le prochain, c'est dimanche, le derby d'Angleterre contre United à Anfield. Une occasion pour Florian Wirtz de marquer son premier but ou de donner sa première passe D, et au moins de peut-être la passe D, c'est pas le plus important, faire un bon match, faire un très bon match. Ça, c'est important. Retrouver de la confiance et remettre ce Liverpool dans la discussion de aller chercher la première ligue. Ils sont qu'à un point d'Arsenal. Mais les champions en titre, là, ils sont en train de vivre une période compliquée. Il y a pas mal de recrues qui doivent prouver en face aussi. Et à Liverpool, Wirtz, c'est pas le seul, et pas la seule recrue non plus, qui doit prouver sur le secteur offensif. Derrière, par exemple, Kerkez. Mais ouais, situation difficile pour Wirtz. Je suis pas fondamentalement inquiet. Si je devais répondre à ma question, faut-il s'inquiéter pour Wirtz ? Non, pas vraiment, parce que je continue de voir sur certaines séquences le talent XXL. Mais il y a des choses peu caractéristiques aussi, des passes égarées, mal dosées, des erreurs techniques et un peu de souffrance physique. Ouais. L'enchaînement des matchs difficile. Donc curieux de voir. Ce week-end contre United, il a besoin de quelques grosses performances et après je pense que ça ira. 4e grosse question, méga question en vrai. Où placer le Bayern ? Est-ce qu'ils ont déjà gagné la Bundesliga, les partenaires d'Harry Kane ? Ils ont seulement 4 points d'avance sur Dortmund. 18 par rapport à 14. Ils jouent Dortmund ce week-end. Mais les chiffres sont barbares. 25 buts marqués, 3 encaissés seulement en Allemagne. C'est le Bayern, le 3e volume de XG des 5 championnats majeurs, juste derrière le Barça et le Real qui ont littéralement joué 2 matchs de plus. C'est le meilleur volume d'XGA. 3.2 XGA encaissé. XG encaissé. Donc, ok, la Bundesliga est faible, mais si on ajoute la Super Coupe d'Allemagne, la Champions, la Coupe, le Pokal, ce Bayern en 2 de Vincent Kompany, ils sont sur 10 matchs, 10 victoires. Et des victoires contre Chelsea, par exemple, 3-1. Des victoires contre l'Eintracht chez eux, 3-0, week-end dernier. Week-end d'avant. Ils avaient lancé leur campagne de Bundesliga en tapant Leipzig 6-0. On s'est dit, Leipzig, encore une saison difficile pour eux. C'est la seule défaite de Leipzig cette saison. Ils sont 3e de Bundesliga désormais. Ils ont fait 4 victoires, 1 nul, une seule défaite. C'est celle-là. Harry Kane. Vous savez combien de buts pour Harry Kane sur ce début de saison ? On est le 15 octobre. 18 buts, toute compétition déjà avec le Bayern. 21 si on ajoute avec l'Angleterre. Je pense que ce soulier d'or-là, c'est pas le dernier qu'Harry Kane va gagner de sa carrière. Si on ajoute à Michael Olise, qui est peut-être le meilleur ailier droit du début de saison, Lamine Yamal a moins joué, a eu des périodes de blessures, Olise, son rendement stratosphérique. Luis Diaz, adaptation express, en 6 matchs de Bundesliga, je crois qu'il a 4 buts, 5 passes D, ou 5 buts, 4 passes, 5 buts, 4 passes. Incroyable. À un moment, Musiala va revenir, à un moment, Davies va revenir. Ma question c'est, où est-ce qu'on place le Bayern dans notre grand power ranking ? Winamax les met 5e favori pour la Champions, avec une cote à 9. Pour moi, c'est plus haut. Pour moi, c'est 2e meilleure équipe d'Europe, je pense. Le Paris Saint-Germain a mérité qu'on les laisse premiers, on les laisse tranquilles. Ils sont champions d'Europe en titre, ils viennent de battre le Barça à Barcelone, contre l'Atalanta aussi, c'était une masterclass. Tout ça avec la moitié du 11 qui est à l'infirmerie. Donc Paris reste premier, chill. Mais le Barça, Liverpool ont des problèmes en ce moment.
Arsenal, ok, Arsenal c'est fort, ils sont dans la conversation, mais le Bayern est en train de se positionner clairement, et c'est cool, on a quelques matchs très high profile qui arrivent. Le Classiqueur samedi, comme j'ai dit, mais aussi par exemple en Champions, bah voilà, le 4 novembre au Parc des Princes, Paris-Bayern, peut-être que c'est ça le top spiel total, le 1 contre 2 d'Europe. On verra. La J5, J4 c'est Paris, J5 justement c'est Arsenal. Donc tu bats Paris au Parc, peut-être que tu passes tout en haut, même sans doute sûr que tu passes tout en haut du Power Ranking, et le Bayern est la meilleure équipe d'Europe du début de saison. Tu perds contre Paris et tu perds contre Arsenal, bon là tu rétrogrades significativement, et peut-être que le top 2 ça devient plutôt Paris-Arsenal. À surveiller encore le Barça, Liverpool, City, quelques autres, le Real, intéressant. Où est-ce qu'on place le Bayern? C'est encore un petit peu trop tôt pour dire, mais 10 matchs, 10 victoires, c'est pas mal pour les hommes de Vincent en compagnie. Enfin, ma dernière grande question, trêve internationale, il y a eu autre chose aussi, la Norvège. La Norvège, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'ils sont des prétendants? Ils ne sont pas officiellement qualifiés encore, mais ils ont peut-être fait le parcours le plus impressionnant de la zone euro. 6 matchs, 6 victoires, 29 buts pour, 3 contre, en tapant l'Italie 3-0 il y a quelques temps. 6 matchs, 6 victoires, c'est aussi une victoire contre Israël l'autre jour. Il y a 3 jours, 5-0. Sur la zone euro, Haaland est le meilleur buteur, 12 buts. Martin Odegaard est le meilleur passeur, 7 passes décisives. Les 12 buts d'Erling Haaland, c'est 12 buts sans aucun penalty d'ailleurs. Parce qu'il en a raté, il a raté 2 fois. Il a failli faire Lille contre la Roma il y a quelques jours en ratant une 3e fois. Il a raté 2 fois son penalty. Mais 12 buts pour Erling Haaland. Bien sûr, quand tu tapes la Moldavie 11-1, ça aide. Mais c'est juste une équipe de foot de sélection assez redoutable. Même en l'absence d'Odegaard contre Israël. Ils mettent en place un bon 4-2-2-2 avec Haaland, Sorloth en pointe, 2 Golgoth puissants et rapides, 2 fers de lance redoutables. Derrière, Oscar Bob et Antonio Nusa, 2 forces créatives en faux pied sur les côtés pour un 4-2-2-2. Nusa est dans une forme spectaculaire aussi. Il a passé dribble après dribble et c'est fort. Et derrière eux, Berg, le double pivot iceberg, qui stabilise, qui détruit et qui forme une plateforme solide pour permettre aux 4 offensifs là de s'exprimer. Donc que ce soit 4-2-3-1 avec Nusa, Bob, Odegaard sous Haaland ou là Bob, Nusa, Sorloth, Haaland, à chaque fois ça fait mal. Ils ont aussi d'autres joueurs, ils ont Ryerson en latéral droit, c'est pas mal. Il y a beaucoup de joueurs Première Ligue, donc Sanderberg il est à Fulham, Christopher Ayer de Brentford, Moller Wolf aux Wolves, ça s'invente pas. Et grosso modo dans cette équipe, tout le monde a entre 20 et 29 ans. En sortie de banc, quand Odegaard va revenir, ils peuvent faire rentrer Sorloth, ils peuvent faire rentrer Strand Larsen, ils peuvent faire rentrer Schelderup. Ils ont du beau monde. Et en foot de sélection, est-ce qu'un bloc bien compact comme ils ont, de la créativité sur les ailes et un axe Odegaard Haaland ou Sorloth Haaland, une équipe qui donne 3,94 tirs cadrés par 90 minutes à Erling Haaland, de très très loin le leader de la zone euro, est-ce que ça c'est pas un plan fonctionnel pour embêter pas mal de monde au mondial? Sur un match à élimination directe de Coupe du Monde, est-ce que tu as envie de tomber contre cette Norvège-là? On tient peut-être l'outsider numéro 1 de l'été prochain. La Norvège, c'est sérieux, point d'interrogation? Pour moi, oui, assez clairement. Et à suivre dans quelques mois. Mes 5 petites questions, on va aller plus vite du coup là-dessus. Postecoglou, déjà la fin. Faisons un petit tour en Première Ligue pour parler d'Ange, qui est licencié par Tottenham cet été. Il a pris la place de Nuno Espirito Santo à Nottingham mi-septembre, quelques mois après son licenciement seulement. Et au bout d'un mois, à Forest, 7 matchs, 0 victoire. 2 nuls, 5 défaites. Ils ont été éliminés de la Cup par Swansea. Il y a 2 semaines, ils sont battus consécutivement par Sunderland, puis par Midtjylland, et après enchaîne par une défaite à St. James's Park contre Newcastle. C'est dur pour Postecoglou. Et ma question, est-ce que c'est déjà la fin? La réponse là, si on en croit Sky Sports et les informations qui sont en train de sortir, c'est ouais. Apparemment, il va être viré et remplacé par Sean Dyche. Quel énorme échec Postecoglou. Et il faut dire après que passer du style Nuno Espirito Santo à Forest, une équipe solide, conservatrice, défensive avant tout, à Postecoglou, et son style hyper expansif, hyper offensif, avec même pas de pré-saison pour implémenter ses idées,
c'était une nomination très étrange de Marinakis. Et peut-être que pour Postecoglou, il y a déjà le regret d'avoir accepté parce que mission suicide un peu. Est-ce qu'il voulait tout de suite retrouver la première ligue, pas être oublié? Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme autour de son profil en général et qu'il sentait qu'il fallait vite qu'il rebondisse pour rester dans la conversation. Mais là, sa cote, elle va plonger massivement parce que entre la saison dernière de Tottenham, malgré l'Europa League, la saison catastrophique en Première Ligue, et désormais ça à Forest, je pense pas qu'on le reverra en PL avant un moment. Et peut-être qu'à 60 ans, pour Postecoglou déjà, peut-être que son moment est passé. En tout cas, il pourrait être le 3e coach de Première Ligue déjà viré après Nuno justement et Graham Potter à West Ham. Et du coup, Nuno a pris la place de Graham Potter à West Ham. Il a été réengagé il y a quelques semaines. Dans les autres championnats majeurs, on a le coach d'Oviedo, Paunovic, qui a été licencié. En Bundesliga, Erik ten Hag, bien sûr, très vite, et Gerardo Sohan à Gladbach. Et en Ligue 1, Adi Hütter à Monaco il y a quelques jours. Alors ça, j'avais vu, mais j'avais raté son remplaçant. Et c'est ma deuxième question, petite question. Sébastien Pocognoli à Monaco, est-ce que c'est du jamais vu? Ça a été mon choc de ce matin. Je me demandais, mais en fait, qui a pris la place d'Adi Hütter à Monaco? C'est Sébastien Pocognoli, dont il y a 10 jours à peine, on était en train de parler de ses interventions dans le vestiaire de l'Union Saint-Gilloise après la victoire contre le PSV Eindhoven, le fameux discours « on tourne la page de la petite Union ». Et donc Sébastien Pocognoli quitte l'Union en pleine saison pour un autre club de Champions. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça? Un club de Ligue des Champions qui perd son entraîneur pour un autre club de Ligue des Champions au cours de la même saison. J'ai pas de souvenir récent de ça, parce que bien sûr, quand Amorim quitte le Sporting, United n'est pas en Champions saison dernière. On peut comprendre, quand on regarde la masse salariale de l'Union, c'est grosso modo 10, 11 millions par an, ça c'est les joueurs, mais ça nous donne une idée de combien gagne l'entraîneur. Monaco, c'est le sextuple, 62 millions. La proposition financière, économique, elle devait être pas mal pour Sébastien Pocognoli. Et après, le projet de l'Union, vraisemblablement, il ne peut pas être poussé beaucoup plus haut. Champion de Belgique, magnifique champion de Belgique, première saison en Champions. En Ligue des Champions, l'autre jour, j'ai vu le match en plus écrasé par Newcastle 4-0 à la maison. Et c'est même pas vraiment à la maison parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour jouer un match de Ligue des Champions réellement à la maison. C'est peut-être le plafond de l'Union Saint-Gilloise qui a été atteint. En tout cas, Pocognoli n'a pas la sensation qu'il peut les pousser beaucoup plus haut. Et le risque de faire la saison de trop, même si je pense qu'il est arrivé seulement début de saison dernière, si je ne me trompe pas. Avec ça, le projet de Monaco, ouais, il est attractif. Eux, ils jouent la Champions et ils sont positionnés chaque année pour la jouer en France. Mais en pleine saison comme ça, waouh, c'est assez choquant. Et donc, en janvier dernier, on a fait cette vidéo sur mes entraîneurs à suivre, 10 entraîneurs à suivre. Il était un des 10. Et le truc le plus drôle, c'est pas sa coupe de cheveux, je jugerai pas là-dessus. Le truc le plus drôle, c'est qu'un autre entraîneur qu'on avait mis à suivre, David Hubert, c'est lui qui le remplace donc à l'Union. Et alors David Hubert, je crois que ça n'a pas très bien marché parce que je pense qu'il a été viré d'Anderlecht et il était dans un autre club que j'ai pas envie de trop prononcer. J'ai pas les compétences pour le prononcer, mais un autre club en Belgique. Et il a donc rejoint l'Union Saint-Gilloise. Nomination spéciale, peut-être difficile, mais en pleine saison comme ça, plein début de saison, pas facile. Situation étrange et ouais, est-ce que c'est du jamais vu ce qui s'est passé? En tout cas, hâte de suivre les premiers pas de Pocognoli à Monaco, le taf qu'il a fait à l'Union, évidemment colossal. On verra ce que ça donne. Troisième petite question, le plafond de Seny Mayulu. Quel est le plafond de Mayulu? C'est une question qui m'intéresse là maintenant depuis quelques semaines / mois. C'était notre joueur pivot du début de saison pour le Paris Saint-Germain quand on avait fait cette vidéo. Les 10 joueurs pivots, un joueur pivot par grand club, sur lequel la saison du club peut un petit peu basculer. Et pour Mayulu, on disait le Paris Saint-Germain a besoin de plus de renforts, a besoin d'un effectif plus profond, a besoin de passer de la situation de la saison dernière, les 12, 13 joueurs, à 14, 15, 16. Et Mayulu peut être une réponse par rapport à ça. Donc, quel est son plafond? On n'aura pas la réponse tout de suite, évidemment, parce que Seny Mayulu, c'est 19 ans et c'est 2100 minutes de foot pro dans les jambes, depuis qu'il a joué ses toutes premières minutes en saison 23-24 en Ligue 1, 8 matchs, 323 minutes, saison dernière, 20 matchs, 800 minutes. Mais là, sur le début de saison actuelle, il reste sur 3 titularisations consécutives, avec Auxerre, un autre match en Ligue 1 et bien sûr le Barça, et 4 même sur les 5 derniers matchs, parce qu'il était titulaire aussi
contre l'Atalanta, devant Gonzalo Ramos, comme contre le Barça. Passeur décisif contre Auxerre, buteur contre le Barça. Et c'est une des histoires du début de saison. Mayoulou, un joueur assez typique de ce nouveau PSG, c'est-à-dire à la fois Titi, dans ce PSG plus authentique, qui fait confiance à son talent local, mais aussi un peu Massian dans le profil, très Luis Enrique, pas un grand gabarit, pas des qualités techniques de virtuose, pas une explosivité déroutante, mais juste un joueur de foot, un QI foot monstrueux, un vrai sens du but, un gars adaptable, travailleur et hyper intelligent. Est-ce qu'il est en train de devenir le 13e joueur du PSG? L'année dernière, on a fini la saison sur le 11 plus Barcola. Est-ce que lui, c'est le 13e? Devant désormais un Warren Zaïre-Emery, un Kang In-lee et bien sûr un Gonzalo Ramos, dont il a pris véritablement la place en tant que neuf titulaire dans les matchs où Dembélé n'est pas là. On verra s'il enchaîne avec une 4e titularisation consécutive contre Strasbourg et peut-être une 5e contre Leverkusen dans quelques jours. Mais très intéressant ce qu'est en train de faire Mayoulou. Et semaine après semaine, on assiste à son éclosion, sa percée. Et on voit un gars entre Titi et Massian, vrai joueur Luis Enrique. Et belle histoire. Deux petites questions qui me restent. Le Brésil est-il en danger? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu sur cette trêve internationale, mais on y assiste depuis un petit moment. Ce Brésil qui a terminé 5e de la zone CONMEBOL en éliminatoire, 10 points derrière l'Argentine, 17 buts encaissés, une des moins bonnes défenses du top 6. Ce Brésil pensait peut-être avoir réglé ses problèmes contre la Corée du Sud. Le 10 octobre, là, il y a quelques jours, ils ont gagné 5-0 contre la Corée, après avoir perdu 1-0 contre la Bolivie, le match qui permet à la Bolivie de croire à la qualif. Ils battent la Corée du Sud 5-0, mais ils ont pris 3-2 contre le Japon. Ils gagnaient 2-0. C'était l'autre jour, ils gagnaient 2-0. Ils se font remonter 3-2 par le Japon. Et alors ça, c'est un résumé que je ne pouvais pas voir, parce qu'en étant ici aux Pays-Bas, il n'y a pas de chaîne qui retransmettait le résumé de ce match. Donc, cette vidéo qui est sponsorisée par NordVPN, vous savez, j'ai utilisé NordVPN, comme je fais d'habitude. Pour masquer mon adresse IP, je suis sur le serveur virtuel néerlandais. Si j'ai envie d'accéder à du contenu que, par exemple, je pense qu'il y aurait au Brésil, genre un long résumé de Brésil-Japon, je pense que je peux le trouver au Brésil, je me connecte au Brésil. Maintenant, je suis au Brésil. Je retourne sur cette recherche Brésil-Japon, j'actualise. Et maintenant, GE.tv, la chaîne brésilienne, un résumé de 7 minutes de la défaite du Brésil contre le Japon 3-2, et j'y ai accès en intégralité. Donc, ça c'est pas mal. Ça c'est ce que permet NordVPN. Vous avez le lien en description, nordvpn.com/willou, qui vous donne accès à une très très belle offre de bienvenue. Elle a encore un peu baissé. Moins de 3 € par mois, un engagement sur 24 mois et 4 mois offerts en plus. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Lien en description, nordvpn.com/willou. N'hésitez pas, moi je l'utilise tout le temps. Et c'est très très utile. Pour parler notamment de ce Brésil donc, qui pensait peut-être avoir réglé ses problèmes, mais en vrai, défensivement, ils ont des gros soucis. Relance catastrophique de Fabrizio Bruno dans l'axe. Minamino réduit l'écart. Fabrizio Bruno, Romano on le reverra, mais Bruno on le reverra pas je pense, parce que quelques minutes après, contre son camp, le Japon est revenu à 2 partout. Il a quasiment fondu en larmes en zone mixte après le match en expliquant ses erreurs. Et le Brésil, j'ai un peu un souci parce que ils perdent ce match 3-2. J'ai pas vu le match contre la Corée du Sud, mais là je vois une partie où sur certaines séquences, ils ont en gros une sorte de Vinicius et Martinelli très axiaux comme ça. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Heureusement, Paqueta, Bruno, toujours bon dans le jeu de combinaison. Là, il y a une vraie relation socio-affective. Les deux sont très forts ensemble, se trouvent les yeux fermés et magnifique 1, 2, 3 pour trouver Paulo Henrique qui marque d'un extérieur du pied, Quaresmien, Modricien, Vinicien pour ouvrir le score. Ils ont des forces et Paqueta a envoyé une autre passe décisive magnifique là. Enfin, une passe décisive parce que c'est Bruno sur le 1-0, mais une magnifique passe décisive pour Martinelli pour le 2-0. Ils ont du talent, ils ont des sacrés joueurs encore. Ils ont un axe central, Marquinhos n'était pas là bien sûr, mais quand ils remettront leur défense centrale, Gabriel Marquinhos, c'est pas mal. Alisson va revenir aussi, ça c'est pas mal. Estevao a fait une très bonne entrée, était très bon dans le match
contre la Corée du Sud, si je dis pas de bêtises. Le milieu de terrain, Joe Linton, Bruno, Paqueta, Première Ligue, avec beaucoup de connexions entre tout le monde, pas mal. Quid de Neymar, est-ce qu'il peut revenir? L'avant-centre, est-ce que ça doit être Cunha? Richarlison était un peu plus sur le côté. Qu'est-ce que peut faire Carlo Ancelotti de cette équipe? Est-ce qu'il peut en faire des prétendants vraiment à la victoire finale? C'est le seul trophée, pour le coup, on peut vraiment le dire, mais qui a gagné les 5 championnats majeurs, les Coupes d'Europe. C'est le seul trophée vraiment qui lui manque. Est-ce qu'il peut le gagner avec le Brésil? Je ne suis pas trop inquiet pour le Brésil, parce qu'ils ont tellement de talent, mais ils ont un petit peu de retard sur leur production collective par rapport à d'autres grosses nations. Enfin, ma dernière petite question, et on arrive à la fin de ces 10 questions. Jusqu'à quand jouera Luka? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé l'autre jour quand on faisait ce résumé de Milan-Naples et petit récap du week-end. Il est absolument immortel. Et c'est pas une blague. J'en ai rêvé l'autre nuit. J'étais avec Luka, on venait de jouer un match, on jouait tous les deux à c'est soit Nantes, soit Rennes, soit Toulouse. Et moi je faisais un bon match en vrai, je marquais au moins un but, souvenir d'une reprise de volée notamment. Et on se retrouvait dans les vestiaires. Et, et j'avais le trophée d'homme du match, mais on ne me l'avait pas donné à moi. On me l'avait donné pour ensuite décider dans le vestiaire à qui est-ce qu'on l'attribuait. Et on avait tous fait un méga match, on avait gagné 4-0, un truc comme ça. Et l'entraîneur est là en train de passer tout le monde en revue. Et à la fin, il faut qu'il prenne une décision et je vais le donner à Luka. Et c'était un peu parce que c'était notre MVP, c'est le meilleur joueur dans le vestiaire. Donc tu le donnes à ta star, un peu comme en NBA, le trophée de Finals MVP. S'il y a plusieurs joueurs dans la balance, tu le donnes à ta star. Et tu rends ta star heureuse. Bon, c'est une situation différente en NBA, mais en tout cas là, c'était un petit peu l'idée. Mais après, on était tous d'accord parce que j'allais le voir, je fais, mais mec, t'es tellement fort. Comment tu fais pour être encore aussi fort? Et cette émotion a été tellement vive dans mon rêve parce qu'elle est aussi vive dans la réalité. Je suis continuellement choqué par ce gars qui a signé à Milan, qui a 40 ans depuis septembre, qui a joué les 6 matchs de Serie A, les 6 en tant que titulaire, et 4 fois 90 minutes, mais il les a joués à très très haut niveau. Sur ce début de saison, Modric, je me demande si c'est pas le meilleur joueur de Serie A. On l'avait vu contre Naples, omniprésent, les renversements de jeu, constamment en train de demander pour être à la baguette. La pression aussi, il est inoxydable et il est au moins dans les top 5 des meilleurs joueurs du début de saison en Serie A. Il y en a quelques autres, Kenan Yildiz notamment, quelques autres ici et là. Mais Modric est dans la conversation. C'est quand tu tapes Modric sur FBref sur le début de saison en Serie A, il y a 11 entrées. Il est top 2 en passe progressive. Il est top 2 en passe en profondeur, à égalité avec d'autres, mais top 2. Il est très haut en expected assist. Il est top 5 en action qui amène à un tir. Il est aussi top 3 en passe dans le dernier tiers. Et si je dis pas de bêtises, il était assez haut en interception aussi. Ouais, top 3 en interception aussi. Donc, une présence des deux côtés du ballon, des deux côtés du terrain. Et à la trêve internationale, il a encore joué. Le mec, il a joué les 6 matchs des 3 dernières trêves internationales. À chaque fois, 3 titularisations, 90 minutes contre la République tchèque l'autre jour, et même contre Gibraltar, ils l'ont fait entrer. À 192 sélections pour Luka Modric. Il est actuellement le 5e joueur le plus capé de l'histoire. Jusqu'où est-ce qu'il ira? Je pense qu'il ira au moins dans le top 3, parce que Son Chin-han de la Malaisie a arrêté sa carrière en 1984, il a seulement 3 caps de plus que Modric, il va passer au-dessus. Et Bader Al-Moutawa, 202 caps, apparemment toujours en activité, mais sa dernière cap c'était en 2022. Donc normalement, il devrait rester bloqué à 202. Je pense que Modric, 10 sélections en plus, il rentre dans le top 3. Messi va suivre, mais peut-être que Modric va continuer plus longtemps que Messi, qui dit que la Coupe du Monde, c'est vraiment sa dernière fois. Il sera minimum top 3. Et je pense qu'il peut aller chercher le top 2. On verra avec Messi. Peut-être que Modric aussi veut arrêter après la Coupe du Monde. Mais le truc avec Modric, c'est que je crois pas que ce soit sa dernière saison. Il vient d'avoir 40 ans, mais il est encore en train de jouer à un niveau tellement élevé. Et sur les 5 dernières saisons, donc de 35 à 40 ans, il a raté seulement 17 matchs. 17 matchs ratés en 5 saisons, et les 5 saisons de 35 à 40.
Ces blessures, entre guillemets, c'est coronavirus, coup, rhume, entorse. C'est un monstre. C'est quoi sa limite? Là, on a vu qu'on Naples encore surgir dans la surface de réparation, réussir des interventions décisives à la 87e minute. C'est quoi sa limite? Est-ce que c'est 41 ans? Est-ce que c'est 42 ans? Est-ce que c'est plus? J'avoue, c'est une petite question parce qu'elle elle m'est venue principalement de mon rêve. Mais je pense qu'elle est légitime et pertinente. Et c'était mes 10 questions. J'espère que ça vous aura plu. On se refait ça sans doute semaine pro. Le vendredi, je trouve, c'est pas mal. Ça peut être un bon slot le vendredi. Et se projeter un petit peu sur ce qui arrive le week-end. Et en même temps, ça me laisse le temps, tout au long de la semaine, de réfléchir à des questions, de les mûrir un petit peu. Voilà ce que ça donne, ce premier épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces questions? Est-ce que vous en avez, vous? Merci d'avoir été là, les potes. Rendez-vous très très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.